We are live from DC. Nous sommes donc en direct maintenant de Washington, d'ici. Nous sommes très heureux d'être ici, de vous voir tous ici connectés. Et je m'appelle Emile Marin, pour ceux qui ne me connaissent pas. Je vais donc coordonner les activités online. Je suis très heureuse d'être ici. Je vais vous présenter Frances Seymour, qui va nous donner quelques mots d'introduction. Elle travaille au WRI, où elle réalise des études et également conseillère, et elle fait partie du conseil d'architecture des actions liées à l'environnement et dans d'autres organismes. Elle a publié de nombreux livres de sciences en changement climatique, ressources naturelles, de 2016 à 2018. Elle a été directrice générale du Centre de recherche forestière et elle a également travaillé en Indonésie. Je vous donne la parole, Frances. C'est à vous, s'il vous plaît. Merci pour cette présentation. Comme Émile a déjà dit, c'est un honneur pour moi d'être ici et souhaiter la bienvenue à toutes les personnes ici présentes au cours de cette semaine de la légalité forestière avec l'Institut des ressources mondiales, WRI. C'est la 5e édition de notre rencontre. Alors que certains d'entre vous ont déjà participé aux dernières éditions, l'année dernière, nous avons une version online et cet événement est le premier que nous faisons avec des participants hors de l'institution. Donc, nous sommes très heureux de pouvoir offrir cela et nous sommes très enthousiastes de pouvoir le faire. Je regardais ici la liste, le registre d'entre vous et j'ai vu que beaucoup d'amis et des centaines de participants présents et je vois également que beaucoup de personnes participeront de manière virtuelle, online, ou en écoutant les enregistrements qui seront faits plus tard. Nous testons un système hybride pour la première fois avec l'interprétation simultanée. Et bon, il pourrait peut-être y avoir quelques incidents, mais nous vous remercions pour votre patience pour que cet événement soit le plus interactif possible et flue de la meilleure manière possible. Comme dans d'autres éditions de la légalité forestière, cette semaine, nous avons des séances liées à la question du commerce international de bois et d'exploitation forestière. Nous avons de nouvelles propositions également en jeu, principalement en Union européenne, aux États-Unis et au Royaume-Uni, pour réguler la légalité dans un contexte d'offres de produits spécialement liés au bois. Et d'après ce que nous avons appris jusqu'à présent, il y a quelques problèmes. Nous pensons que les efforts sont essentiels pour que nous puissions changer la question du déboisement et de la déforestation. Et nous n'avons que quelques années pour éviter une catastrophe climatique globale. Les changements climatiques sont bien présents dans notre esprit et nous sommes conscients du fait que l'exploitation illégale du bois fait partie de ce nouveau cycle. Et donc, il nous faut prendre des initiatives pour atteindre des objectifs spécifiques sur les déclarations qui ont été faites à Glasgow, à la COP21, ainsi que d'autres éléments liés aux forêts lancés en même temps. Beaucoup d'entre vous sont d'accord pour que nous puissions voir les rapports, pour voir les états d'avancement. Bon, nous n'allons pas arriver à ces objectifs sans les différentes initiatives qui ont été présentées lors des différentes réunions et durant cette semaine de la légalité forestière. Je ne vais pas passer sur chaque point de l'agenda,
mais je vais me focaliser sur l'Amazonie. Cette région est très intéressante et très importante pour deux raisons. Tout d'abord, elle a souffert une augmentation de déforestation en 2021 avec la perte d'environ, selon le rapport international, et le nouveau gouvernement, et avec les élections que nous avons actuellement au Brésil, et cette séance d'aujourd'hui et de demain, les personnes vont parler de la Colombie, du Brésil, du Pérou, toute la région amazonienne. Nous aurons également des conférenciers qui parleront des propositions et des interventions suggérées par les États-Unis, également dans un contexte Leaders Search for Need, désigné pour protéger la forêt amazonienne des pays de cette région. Donc, il y a beaucoup de séances intéressantes, ainsi que des événements parallèles qui vont suivre les événements principaux de jeudi. Nous aurons un modérateur et des conférenciers très intéressants. Vous avez très bien choisi les conférenciers et j'aimerais avoir des discussions intéressantes cette semaine. Avant de terminer, j'aimerais vous dire que Chuck Berry, qui a été une présence très importante lors des dernières éditions de la Semaine de la légalité forestière, qui est un leader, est un pilier de cette communauté, n'a pas pu être présent avec nous, mais je pense qu'il participera online. Sachez que il a eu une pneumonie il y a un mois et également un anévrisme. Il a donc dû se faire opérer d'urgence. L'opération a été un succès. Il est en train de se récupérer chez lui. Donc, il travaille un peu moins, mais j'espère qu'il récupérera rapidement. Vous voir tous ici, voir toutes les performances de nos collègues, l'aidera sûrement à améliorer sa santé. C'est un plaisir donc pour moi de vous présenter Lisha Crime. Lisha travaille à l'Agence américaine de développement international et elle se consacre à la promotion de l'importance des forêts et de la biodiversité pour la démocratie et les agendas environnementaux. Au niveau global, elle a cherché différentes solutions en réunissant le public et le privé et différentes organisations. Ceci inclut des alliances globales forestières avec le WRI, bien sûr. Et dans la division dans laquelle elle travaille aujourd'hui, elle soutiendra et essaie d'identifier les raisons de la déforestation et quelles sont les stratégies nécessaires pour aborder ces problèmes sur le terrain en ce qui concerne la gouvernance pour augmenter les financements et les discussions pour protéger l'environnement. Alicia, comme vous le savez, soutient votre travail. Nous avons beaucoup de chance de l'avoir ici aujourd'hui pour qu'elle puisse faire ses commentaires sur ce thème. Alicia, vous avez la parole. Merci Francis. C'est un privilège pour moi d'être ici avec vous et de vous parler un peu de la semaine de la légalité forestière. Bon après-midi à tous, chers amis, nouveaux, anciens amis. Francis, j'ai une copie de votre livre, Pourquoi les forêts, pourquoi maintenant? C'est une référence pour moi et j'espère que nous n'allons pas devoir justifier le pourquoi pendant longtemps. Et j'aimerais également saluer notre ami Chip, donc, qui s'est consacré inlassablement à ce thème. Donc, je suis très heureux de le voir participer en live, malgré ses problèmes. Comme vous le savez, nous aide à participer à l'extraction, au commerce illégal de bois, globalement, depuis le Lacey Act, depuis 2010. Et nous sommes heureux de soutenir cette semaine de la légalité forestière de WRI.
L'avantage de voir cette connaissance partagée est évident pour nous tous. Nous sommes très heureux de voir les changements qui ont déjà eu lieu dans la loi qui réforme et qui aide les forces policières dans leur travail. Et nous avons beaucoup appris avec les mesures qui ont été prises à cause de la loi Lacey. Et une des choses qui a énormément avancé, en aval, c'est la manière centralisée, une nouvelle stratégie de changement climatique qui ont des objectifs très ambitieux pour atténuer les changements climatiques. Et dans notre ligne de travail de développement international, nous ne pouvons pas participer à cela sans prêter attention à l'industrie de manière générale, à l'exploitation de bois illégal de manière générale. Ceci est lié donc à l'agriculture, qui est source de déforestation. Nous l'avons vu souvent avec de nombreux chercheurs. 75% de l'exploitation forestière est illégale. Donc, où va ce bois? Est-ce que ce bois est brûlé? Qui bénéficie de ces opérations? Comment pouvons-nous envoyer des signaux vers le marché sans causer d'impact négatif au niveau local? Comment sensibiliser la population locale? Comment protéger les défenseurs environnementaux? Donc, la conservation et la gestion forestière ont eu un rôle très important afin d'atténuer les changements climatiques. Mais il y a également notre objectif transversal, fondamental, qui est de transformer les systèmes, changer le marché et améliorer les gouvernements à travers une gouvernance beaucoup plus responsable et transparente. Sans cela, il ne sera pas possible d'attirer les financements, il n'est pas possible de répondre aux citoyens. Il y a des millions de citoyens qui dépendent de la forêt pour survivre. Donc, une partie de notre agenda doit nous permettre d'approfondir sous différentes perspectives. Bon, il y a beaucoup de choses qui se sont produites depuis notre dernière rencontre. Et notre parcours d'aujourd'hui est un voyage dans le bassin amazonien, donc un puits de carbone fondamental, principalement pour atténuer les changements climatiques et protéger l'environnement. Donc, nous allons commencer notre semaine de la légalité forestière. Merci beaucoup. Thank you both. Thank you, Francis. Thank you, Alicia. So you got a bit of a rundown already of the agenda, but I'm going to quickly show the agenda. Donc, je vais rapidement. Donc, je vais mettre l'agenda pour qu'on puisse examiner, que tous puissent voir. Okay, so just to give you a quick overview. Bien, on va passer rapidement par l'agenda. Alicia et France nous ont rappelé qu'aujourd'hui, on aura 3 discussions liées à l'Amazonie avec 3 présentations. Un qui va démarrer dans quelques minutes. Deuxième panel, on va diriger l'attention au scénario des pays après la pause. Et après chaque présentation, on aura la possibilité de questions-réponses de façon virtuelle et présentielle. Après, à propos des plans des États-Unis, les leaders de Glasgow sur ces questions forestières. Donc, c'est ce que nous avons pour aujourd'hui. Et demain, on aura 4 panels pour la réglementation du bois, les avancements récents.
l'engagement de la gouvernance forestière, une pause pour le déjeuner et après, on reprendra l'après-midi avec les mises à jour des systèmes d'alerte pour les questions forestières. Après, une traçabilité du bois le jeudi, troisième jour donc. On aura un panel sur options de politique pour la chaîne d'approvisionnement de produits de base avec les avancements récents. Questions-réponses de façon brève. Et après, on aura des discussions, des commentaires. Et avec les enjeux des politiques effectives. Donc, on aura aussi des événements parallèles avec des contacts pour ceux qui veulent apprendre plus. Ça sera disponible sur le site. Et le jeudi, on aura donc une séance pour l'augmentation de l'ambition par rapport au crime contre la nature. Aussi, sur le bassin du Congo, c'est notre agenda pour les prochains jours. Et pour ceux qui aiment bien utiliser les réseaux sociaux, qui aiment bien le Twitter et qui veulent mettre les publications, vous pouvez utiliser donc Legality Week, hashtag Legality Week. Alors, je vais présenter notre modératrice du premier panel. Je vais vous présenter donc Diana Movius, directrice senior de l'organisation Global Forest Policy. Elle est spécialiste en déforestation et combat de la déforestation et politique climatique internationale. Et elle travaille là depuis 2007 et 2004 pour être plus précis. Donc, Diana. Donc, vous avez la parole. Bon, je suis Diana Movius, directrice du Global Forest Policy. Je serai la modératrice de ce panel aujourd'hui. Ce sont plusieurs dans un seul. On aura 3 séances. On va diriger l'attention en légalité forestière en Amazonie. Donc, d'abord, sur la magnitude dans la région, l'implication pour les changements climatiques en Amazonie en échelle globale. Donc, on va examiner les différents domaines. D'abord, la première personne va parler sur les différents crimes en Amazonie. Deuxième présentatrice va parler sur la question du bois illégal qui sort d'Amazonie et comment ça arrive au marché ici aux États-Unis et en Europe. Ensuite, on aura un spécialiste avec des décennies d'expérience en Amazonie. Donc, d'abord, on passe à Laura Weiss, chercheuse senior en climat et sécurité de l'Institut Igarapé. Elle a 12 ans d'expérience en recherche de politique et un PhD par l'Université de Cambridge. Merci. Merci, c'est un grand plaisir d'être là aujourd'hui pour partager un petit peu avec vous quelques informations sur l'Institut Igarapé et le travail que nous faisons. Et j'aimerais bien voir les diapos. Est-ce que vous allez partager mes diapos? Donc, j'aimerais bien les voir, s'il vous plaît. Juste quelques minutes pour coordonner. Donc, je vais parler d'abord sur l'Institut Igarapé.
Bon, je travaille pour l'Institut Igarapé qui a été fondé en 2011 à Rio de Janeiro, au Brésil. C'est une organisation brésilienne, mais qui a une actuation globale. Et donc, on va parler sur sécurité de populations autochtones. Et je peux dire qu'à partir de 2018, nous dirigeons l'attention sur développement et sécurité. Est-ce que vous pouvez passer au diapo suivant, s'il vous plaît? Donc, c'est dans ce contexte que j'aimerais bien parler de l'Amazonie en particulier. Donc, d'abord sur sécurité, environnement, qui agit dans tout le monde, mais surtout au bassin amazonien. On travaille aussi en Afrique de l'Est, mais je vais parler aujourd'hui sur le bassin amazonien. Alors, pour ceux qui sont sur Zoom, là, on essaye de parler des économies forestières qui ont un impact et qui vivent en Amazonie. Je vais juste voir si je parle un petit peu vite. Prochain diapo, s'il vous plaît. Donc, l'Institut Igarapé, il a un lien entre l'environnement, développement de l'environnement. Il a trois piliers. Donc, d'abord, c'est comprendre l'écosystème du crime environnemental qui va être lié à plusieurs parties. Après, on va parler de renforcer la gouvernance et les partenariats. Comme j'ai dit dans les dernières éditions, connaissance, c'est la clé pour lutter contre la déforestation. Et le troisième pilier qui serait donc possibilité des solutions de développement durable. Donc, on va diriger l'attention au premier, qui est la compréhension de nos recherches et voir qu'est-ce que ce crime environnemental et l'écosystème de ce crime environnemental signifie. Donc, prochain diapo. Pour comprendre alors le crime et l'environnement de crime et l'écosystème de l'environnement du crime, nous devons comprendre que même en étant un bassin hydrographique et en ayant des frontières avec d'autres pays et qui ont des systèmes juridiques différents, des différents systèmes écologiques, quand on parle de crime dans la région, il faut comprendre qu'on aura des différentes définitions de crime environnemental dans une perspective sociologique, mais aussi légale. Et en ayant ça, une fois que nous avons compris ça, il faut comprendre aussi que quelques dynamiques que nous trouvons ici, ce sont des dynamiques que nous faisons face dans des différentes régions du continent. Le Brésil, par exemple, a la majorité du bassin. Donc, 62% est au Brésil, mais d'autres pays aussi ont une importance. Et plus qu'une dynamique spécifique, il y a des connexions transnationales entre ces différents pays, les différents produits de base, le financement qui peuvent sortir d'un pays vers l'autre. Des différents produits peuvent être vendus d'un pays à l'autre. Donc, le bassin, en tant que dynamique générale, comprendre tout ça, c'est très important. Un autre point qui est important d'évaluer dans le bassin d'Amazonie, dans le bassin amazonien, pardon, c'est que de la perspective d'Igarapé, de l'Institut Igarapé, quand nous parlons des illégalités environnementales et forestières, on ne parle pas que de forestière, on ne parle pas que de bois, on parle de l'utilisation de la terre, on parle de l'accaparement de terre et d'autres activités illicites. Et tout ce qui est lié aux illégalités qui inclut, par exemple, minération illégale, l'orpaillage, exploitation de bois illégale. Donc, tout ça, c'est important parce que ça touche la forêt, ça
directement et les personnes qui font partie de l'écosystème et que on va nommer donc infraction environnementale et non environnementale. Donc, pour que vous puissiez comprendre un petit peu plus sur les crimes environnementaux, à gauche, là, vous voyez les différentes économies illicites que on suit au bassin amazonien. Donc, il a la déforestation illégale, l'accaparement de terre, exploitation illégale, minération illégale, l'agriculture, l'élevage avec des implications d'illégalité aussi. Il y a des crimes aussi convergents à droite et quand on parle de l'écosystème sur des crimes environnementaux, on ne parle pas que des illégalités environnementales. Là, on parle de tout un groupe d'autres crimes et pratiques illégales et qui vont alimenter et faire partie de cet écosystème comme un tout. Donc, de façon plus abstracte, ce sont des crimes convergents, donc des crimes qui ne sont pas environnementaux, mais qui sont importants. Et on va entendre plus à propos de cela plus tard, comme corruption, donc détournement de fonds, donc homicide, autres formes de violence, trafic de drogue, crime organisé. Donc, tout ça, ça fait partie de cet écosystème et de plus en plus, ils font à chaque fois plus partie de ces crimes environnementaux. Donc là, c'est juste une image qui va illustrer un petit peu qu'est-ce que nous avons parlé. Prochain diapo. Là, c'est un tableau d'une étude que nous avons publiée et qui va analyser les différentes opérations de la police dans la région amazonienne de 2016 à 2021. Et je vais montrer dans ce tableau que ça peut être un peu confus, mais Vous montrez qu'à travers les opérations policières, donc ces économies illicites sont interconnectées. Quand la police fédérale enquête un crime en Amazonie brésilienne, elle enquête également déforestation illégale, extraction illégale, beaucoup de choses illégales, avec les mêmes acteurs impliqués dans toutes ces activités. Donc, ceci est crucial car la lutte contre la déforestation est très complexe. Il ne s'agit pas uniquement d'extraction illégale de bois. Il y a beaucoup de délits interconnectés. Et un autre point également que nous avons obtenu de la police fédérale, c'est l'importance des crimes convergents. Nous avons des fraudes, crimes organisés, associations de malfaiteurs, blanchiment de capitaux. Dans cet écosystème. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Donc, nous avons mené une étude sur les informations de la police brésilienne, la police fédérale brésilienne. Je vais vous montrer maintenant différentes études que nous avons conduites en partenariat avec l'organisation Inside Crime, qui est une organisation basée en Colombie. Et je vais essayer de vous persuader et de vous montrer que ces économies illégales sont présentes dans tous les pays du bassin amazonien, avec différentes manifestations. Par exemple, le trafic de la vie sylvestre, de la faune sylvestre, est un problème important au Pérou et en Colombie, mais pas autant au Brésil. Mais en même temps, l'accaparement de terre au Brésil est une question beaucoup plus importante qu'ailleurs.
Nous connaissons tous les différentes dynamiques et les différents intrants, commodities, forestiers et agricoles, produits à partir de cet accaparement de terre. Il y a la question de l'huile de palme, la question du soja. Bon, l'élevage n'est pas présent dans tous les pays, mais bien qu'il y ait différents délits dans différents pays, ils ont des manifestations différentes. J'aimerais souligner aussi que la production de feuilles de coca, qui n'a pas lieu dans tous les pays, principalement présente au Pérou et en Colombie, et un peu en Bolivie, mais pas au Brésil. En termes de nouvelles, j'aimerais résumer en vous disant la chose suivante. Tout d'abord, quand nous parlons d'écosystèmes de crimes environnementaux, nous nous référons à des inégalités environnementales. Le deuxième point que j'aimerais souligner, c'est l'interconnexion entre ces crimes et la nature transnationale, la dynamique transnationale et locale de ces crimes. Une autre question également très importante concerne la menace à la sécurité. Nous savons qu'à partir de certaines études et certaines observations en Amazonie, que la violence n'est pas une nouveauté dans la région. Elle fait partie de la colonisation de l'Amazonie et de la transformation de cette région. Également la transformation des paysages urbains et semi-urbains. Donc, considérant les conflits fonciers violents avec les communautés traditionnelles, les disputes entre les groupes rivaux pour l'exploitation des ressources, tout ceci fait partie de l'Amazonie. Et nous avons également des manières beaucoup plus récentes de violence, du moins depuis ces 2 dernières décennies. Il s'agit de violences liées à des groupes armés dans différents pays, par exemple en Colombie, au Venezuela et au Brésil également, bien sûr. Nous avons donc ces groupes armés qui agissent, et lié à cela, avec la violence politique, nous avons le trafic de drogue, avec de nouvelles routes de trafic traversant l'Amazonie et alimentant également d'autres formes de violence, se superposant à la violence foncière qui avait l'habitude d'être assez commune de la région. En outre, dans un pays comme le Brésil, nous avons une nouvelle législation qui a facilité l'accès aux armes de feu, alimentant donc cette violence relative au trafic de drogue en Amazonie brésilienne depuis les années 2000. Donc, au-delà de tout cela, au-delà de cette violence historique de nature foncière et les nouvelles menaces à la sécurité liées au trafic de drogue, nous avons également des violences spécifiques contre les défenseurs des droits humains et des droits de l'environnement. Ce n'est pas une nouveauté pour ceux qui étudient l'Amazonie. Au Brésil, au Colombie et au Pérou, ces 3 pays sont les pays les plus dangereux pour ces défenseurs, selon la Global Witness. Et un rapport de cette organisation indique que la violence contre ces défenseurs des droits humains et de l'environnement est très présente et se superpose et s'articule, avec tous ces autres types de violences. Et en dernier lieu, la violence contre les femmes également en Amazonie. Les femmes et les jeunes filles en Amazonie. C'est une citation d'une activiste environnementale avec qui nous avons travaillé dans l'État du Pará. Si vous naissez femme dans la région amazonienne, vous naissez défenseur.
votre routine quotidienne consiste à vous battre pour votre terre, pour une production durable et pour la protection du biome. Je vais vous parler maintenant rapidement des solutions de l'état de droit et certaines choses auxquelles nous avons pensé. Je vais demander à la modératrice de me prévenir si j'arrive près de la fin de mon exposé. Bon, je vais accélérer donc. Prochain slide. Dans le premier pilier de la solution, bon, jusqu'à présent, je n'ai parlé que du problème, que des problèmes. Donc, la première solution serait le renforcement de la gouvernance et des partenariats. La première stratégie que nous devons avoir à l'esprit, gouvernement, région, organisation de la société civile, même gouvernement hors de la région. Donc, la première chose que nous devons avoir à l'esprit, c'est d'identifier les lacunes et renforcer les capacités des institutions de l'État. Non seulement les institutions conventionnelles qui abordent les questions amérindiennes, mais également les unités de renseignement financier, le ministère public, la police, investissant en technologie également, et en créant des espaces de dialogue. Le deuxième point serait une chose très importante pour nous, c'est la construction de la confiance et la promotion de la coopération régionale. Même les acteurs hors de la région, travaillant avec des acteurs dans la région qui doivent promouvoir les dialogues entre les différents pays. Et le troisième point serait le renforcement des réseaux globaux des régions nationales et sous-nationales. Donc des réseaux de spécialistes, comme ceux que nous avons ici dans cet événement, et d'autres. La solution n'est pas uniquement gouvernementale. Le rôle. Bon, je vais vous parler maintenant. Je vais répéter ce qui a été dit peut-être. Il faut augmenter la transparence, la traçabilité et l'analyse de risques. Les commodities et les produits qui sortent d'Amazonie sont achetés à d'autres endroits. Donc, nous avons besoin de solutions de marché à ce sujet. Voilà, avoir une meilleure traçabilité, une meilleure transparence, développer davantage de paramètres. Il y a de nombreux acteurs qui veulent travailler différemment, mais ils ont besoin d'outils pour le faire. Il faut qu'ils comprennent l'Amazonie, il faut qu'ils comprennent les risques. Et c'est pour cela que nous avons besoin de promouvoir ces technologies. Et engager des acteurs également, des entrepreneurs financiers brésiliens ainsi que des régulateurs. Le secteur financier est fondamental. Quand nous regardons seulement les acteurs du marché, nous finissons par perdre de vue le reste des acteurs qui sont fondamentaux. Et troisièmement, une analyse de risque également informée, renseignée, pour attirer des capitaux responsables pour le développement durable. Bon, je vais m'arrêter là. Je vais juste avoir quelques commentaires, quelques réflexions de conclusion. Bon, la compréhension de l'illégalité forestière est fondamentale pour combattre la déforestation. Ceci donc signifie comprendre la connexion entre l'environnement et les crimes convergents en Amazonie. Il s'agit de dynamiques localisées et transnationales avec des implications multidimensionnelles, multilatérales. Et finalement, les solutions doivent être articulées au niveau national, régional et international, avec le secteur public, le secteur privé, la société civile. Merci beaucoup pour votre attention à tous. Bien, merci beaucoup Laura pour cette présentation.
Nous sommes très intéressés par le rapport. Combien de couches d'illégalité existent-ils en Amazonie? Je sais que nous essayons de comprendre les différents types d'illégalité et de crimes qui se produisent, principalement sur ce graphique impressionnant que vous nous avez montré. Merci beaucoup. Donc, nous allons passer la parole à Tara Ganesh, chef des enquêtes à Earthsight, qui est une organisation sans but lucratif basée à Londres, qui utilise le pouvoir investigatif pour exposer les crimes environnementaux et comment affecter les politiques. Elle est de Bombay, elle est formée en droit, elle a passé 5 ans en soutenant différentes campagnes de Greenpeace et je lui donne maintenant la parole. Tara, c'est à vous, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Je vais essayer de partager ma présentation à l'écran. Un instant, s'il vous plaît. Est-ce que vous parvenez à voir? Non, pas encore. Yes, it is in Notes view again. Could you do that thing Bon. before you switch the view? And we'll see the full screen. Est-ce que vous pourriez mettre en plein écran, s'il vous plaît? Beautiful. Thank you. Parfait, merci. Donc, je suis très heureuse d'être ici. Je vous remercie pour me donner l'opportunité de participer. Je vais vous présenter. Je vais vous parler du plus grand exportateur de bois au Brésil et je vais vous présenter quelques slides à ce sujet et je serai disponible pour vos questions. Donc, notre institution a été fondée par Samuel en 2016, un expert en déforestation illégale, en termes de travail lié à la forêt et au bois. Nous publions un rapport par an et notre travail se focalise sur les bois non tropicaux. Nous travaillons en Russie, par exemple, et en Europe, et nous travaillons également avec le Brésil, le Pérou, également le bassin du Congo. Après l'invasion de l'Ukraine, nous sommes focalisés sur les sanctions liées au bois et ensuite, nous aimerons donner du pouvoir aux communautés locales pour qu'elles mènent leurs propres investigations et nous avons publié nos rapports dans différentes langues. Voici, c'était donc une introduction très brève. Voici notre plus grand producteur de bois pour le plancher avec 500 employés qui a son bureau principal à São Paulo, donc qui fabrique des parquets, qui a beaucoup de bureaux aux États-Unis en Amérique et qui focalisé sur les exportations. Donc le rapport présente 3 études de cas au Brésil liées à une corruption à grande échelle impliquant des employés du haut échelon des cadres de cette entreprise. Et nous avons le bois illégal donc brésilien continue d'entrer aux États-Unis malgré la loi Lacey. Donc il faut tenir compte de la corruption à grande échelle qui sévit dans ce pays. Le cas ici est un cas de fraude et de corruption à São Paulo. Dans ce cas, ils ont accusé l'IP d'utiliser Infopark, d'utiliser, d'entrer en contact avec un fonctionnaire de l'IBAMA pour créer un schéma frauduleux qui a été dénoncé avec un préjudice de 30 millions de dollars. Il y a des accusations également
contre des employés de l'IBAMA accusés dans ce cas, et certains ont avoué avoir manipulé les banques de données nationales. Et le résultat de cette opération fait partie de l'opération Patio, et Earthsight a publié donc cette opération en 2018 dans 2 rapports différents et également en 2021. L'opération s'est focalisée sur les bureaux régionaux d'Indusparket. Le deuxième concerne un cas spécifique au sud du Brésil, donc la forêt atlantique, qui disparaît rapidement. Il y a donc un cas, une action en justice, une enquête civile également, où le cofondateur de l'entreprise, Indusparket, a payé, a versé des pots de vin pour accéder à l'espèce Bracatinga afin de l'exporter vers les États-Unis. Et nous avons donc analysé toutes ces données et nous avons donc rédigé un rapport. Cette entreprise a été innocentée, blanchie, bien que nous avons eu accès aux écoutes téléphoniques et aux images vidéo. Il a été possible de voir de comprendre la dynamique et comment le producteur de bois peut être utilisé, donc utiliser un bois spécifique qui peut avoir des conséquences inattendues au Brésil. Nous avons un rapport à droite d'une des écoutes ou une écoute téléphonique ou une demande de clients aux États-Unis qui auraient aimé d'utiliser donc ces types de bois, Bracatinga. Ce fut un cas très intéressant pour nous. Et maintenant, 2 cas spécifiques. La question liée à la plus grande saisie de bois dans l'État du Pará, qui est la principale région productrice de bois au Brésil. Et cette opération s'appelle Opération Rembrandt, liée à l'opération illégale de bois, avec une appréhension de 226 000 mètres cubes saisis dans cette région du Pará. Beaucoup de scieries ont été trouvées, beaucoup de scieries impliquées, beaucoup d'activités illégales, beaucoup de scieries illégales, avec des montages de plus d'1 million de dollars, avec différentes opérations. Ceci est très important car cette opération a impliqué également des cadres et des personnes importantes du gouvernement brésilien qui ont aidé les producteurs de bois L'une des personnes concernées accusée d'accaparement de terre est le ministre de l'Environnement, Ricardo Salles, l'ancien ministre de l'Environnement brésilien. Donc, il a été accusé d'obstruction à la justice. Et donc, il a dû démissionner. Le 4e cas est lié à la zone, à la région de Xingu, au Brésil, menacée, car il ne s'agit pas d'un état de protection permanente. Nous avons trouvé dans cet état donc une extraction de bois illégal dans ces zones isolées, dans ces peuplades isolées. Des amendes de 7 millions de dollars ont été dressées. D'autres restrictions sont également effectuées.
Et cette propriété donc a provoqué la destruction de plus de 1000 hectares de forêts natives brésiliennes. À partir de ces 4 cas, donc, un rapport a été rédigé sur les pratiques d'Indus Parquet et nous avons pu voir qu'il y a plus de 400 fournisseurs différents dans différents États du Brésil, Rondônia, Pará, Amazonie, entre 2016 et 2021. Et chacun de ces fournisseurs, chacune de ces scieries comprend différents fournisseurs et travaille sur différentes zones protégées. Et dans ces chaînes productives si complexes, l'exploitation illégale de bois, contrefaçon de documents également, beaucoup de fraude compliquent l'enquête. Dans le cas de Pielagne, beaucoup d'employés de l'IBAMA ont témoigné et ont dit que l'entreprise faisait 30 appels par jour pour montrer la taille donc, de cette entreprise. Donc, pour avancer un peu plus rapidement, je vais vous parler du rapport Donc, l'ONG. sur les rapports de Greenpeace de 2018, avec plusieurs rapports de 2015, et même en 2008, à partir des invasions de hackers, on a pu avoir accès à des banques de données qui nous a montré que 1,7 mètres cubes ont été manipulés dans le système. Et on a un problème systémique qui continue jusqu'à aujourd'hui. Et il y a des systèmes intégrés, il y a un risque très grand d'illégalité, de fraude aux espèces brésiliennes de bois aux États-Unis. Et on a le risque donc, il y a le risque qu'ils vont être exploités, extraits de façon illégale. Et on voit que ça a ce risque que ça puisse se mélanger avec la chaîne productive. Donc, la corruption n'est pas une exception, c'est vraiment quelque chose que nous avons travaillé avec la Transparence internationale, Maflora, nous disent que la corruption est un problème structurel pour le secteur privé et public et que c'est très facile de ne pas respecter les règles environnementales. Et l'ancien ministre de l'Environnement avait une participation sur cela et l'ancien chef de police a dit que 90% du bois qui sortait de l'État était d'origine illégale. Donc, il existe plusieurs cas de corruption, comme nous avons déjà vu. Ils ont fait un très bon travail pour combattre cela et ainsi de suite. Et pour parler un petit peu plus sur les exportations du Brésil vers les États-Unis, on a vu que de 2008 à 2020, il y a une augmentation importante des exportations de bois qui ont presque doublé. Même après la loi Lacey, les exportations brésiliennes en juin 2022 ont augmenté 22% par rapport au même mois de l'année d'avant. Et les États-Unis ont même dépassé la Chine en tant que plus grand consommateur du bois brésilien. Par rapport aux entreprises qui exportent vers les États-Unis, même avec tous ces scandales qui ont été diffusés, les États-Unis représentent
90% des ventes et un volume plus bas est dirigé à l'Union européenne. Ces produits sont utilisés aux États-Unis et l'opération Patio était de 2008, mais même après ça, il y a une augmentation importante des demandes du bois brésilien, même après avoir diffusé tous ces rapports par rapport à la corruption. Donc, il y a un marché de 250 millions de dollars. Pour parler en termes de qui c'est qui achète ce bois, il y a des noms très connus comme Parker Good. Donc, c'est un client américain qui était dans un procès judiciaire et il existe des caractéristiques du cas du procès qui n'ont pas été diffusées. Lumber Liquidators, ils ont réussi à importer du bois pour du parquet pendant cette période, même en ayant cette loi Lacey. Ça a été aussi exporté vers la Russie. Il a aussi les Menards. C'est un magasin connu aux États-Unis. C'est aussi un client de IndusPark. Et il a des différents magasins aux États-Unis qui travaillent avec du bois de IndusPark. Donc, des différentes institutions américaines qui causent donc cette augmentation de demande du bois brésilien, ce qui représente plus de 6 000 tonnes de bois. Donc, pour conclure, les importations de haut risque augmentent de plus en plus dans tout le pays, même en ayant tous ces scandales, même en ayant cette loi Lacey, et même avec tous ces efforts des ONG, des autorités américaines, tous les cas qui ont été beaucoup diffusés, on voit que la loi n'a pas d'impact qu'il devrait avoir, n'a pas l'impact attendu. Et donc, il y a la déforestation, l'exploitation de bois illégal, et ce qui cause un impact véritable. Donc, pour les entreprises, nous demandons qu'elles arrêtent les importations de bois brésilien jusqu'à ce qu'on puisse faire des vérifications additionnelles, surtout par rapport à la traçabilité, des systèmes de traçabilité et de licenciement et de certification comme la FSC. Et pour le gouvernement américain, on reconnaît les engagements récents du gouvernement de Biden de protéger l'Amazonie et la loi Lacey, qui est l'outil plus important disponible en ce moment pour faire face à ce problème. Aussi à des membres de l'industrie de bois de demander des changements et aussi d'autres agences. Il faut que ces recommandations soient engagées et que d'autres actions aussi soient prises urgentement. Nous recommandons aussi des options comme l'augmentation de la loi Lacey actuelle, des outils de traçabilité. L'agence CBP, par exemple, doivent questionner des entreprises par rapport à l'importation, à des questions par rapport à l'importation, demander comment est-ce que les entreprises, en fait, si ces entreprises sont en conformité à la loi Lacey, et il y a des problèmes
aussi par rapport au secteur forestier qui va aussi au-delà de l'extraction, de l'exploitation illégale de bois. Et ça doit être travaillé avec une urgence. Vous pouvez voir le rapport, il y a une traduction en portugais, il y a ce lien et nous sommes à votre disposition par mail et je serai au bureau aussi. Je suis à votre disposition. Merci beaucoup. Merci. Donc, tout le monde applaudit. Peut-être que vous n'entendez pas, mais c'était très bien de voir cette vision plus approfondie de l'exploitation de bois du Brésil, au Brésil. Et ce bois arrive ici aux États-Unis. Notre organisation a signé cette lettre avec d'autres organisations, avec des ONG, et le travail continue. Et donc, il faut soutenir la loi Lacey de façon plus adéquate. Maintenant, c'est Carlos Nobre. Je vais passer quelques informations. Il a un PhD par le MIT, Institut de technologie de Massachusetts. Donc, il a des postes au gouvernement du Brésil. Il a participé de plusieurs rapports élaborés par le IPCC et actuellement, il participe au panel scientifique pour l'Amazonie et ce sont des informations disponibles sur le site. Je rappelle aussi l'Académie brésilienne de sciences et l'Académie mondiale de sciences. Je vous passe la parole, Dr. Carlos Nobre. Bonjour à toutes et à tous. Nous avons vu deux présentations sur l'illégalité et qui est très triste que nous ne voyons pas d'amélioration, d'avancement en Amazonie, mais il faut qu'on cherche des solutions. Donc, je voudrais juste dire qu'on ne va pas passer par des illégalités. Je voudrais juste montrer des rapports et quelques constatations clés du rapport, quelques conclusions clés du rapport du panel scientifique pour l'Amazonie, le SPA. Donc, le panel scientifique a été formé il y a 3 ans par le réseau de solutions durables à New York, le réseau des Nations Unies pour des solutions de développement durable, la 232 scientifiques et un comité directeur et un comité scientifique. Nous avons réuni ce groupe de scientifiques pour réaliser une première évaluation rigoureuse de l'Amazonie. Et on peut dire que, basiquement, nous avons analysé des tendances, des implications, et on a vu des opportunités de choix politiques pour un développement durable pour l'Amazonie, avec une évaluation scientifique très rigoureuse. Et je vais parler très rapidement que nous avons eu 3 composants avec 13 chapitres, plus de 300 pages. Donc, 3 composants. Le premier, c'était l'Amazonie en tant qu'entité régionale du système terrestre. Les interactions, comment les gens ont peuplé l'Amazonie, et nous avons 13% des espèces décrites du monde et 0,5% de la surface terrestre. Et comme dans d'autres forêts tropicales,
nous avons une énorme quantité de micro-organismes, virus, bactéries. C'est un mystère. Pourquoi la destruction de l'Amazonie n'a pas encore causé une pandémie? Il y a un énorme nombre d'espèces qui sont encore méconnues. L'Amazonie a une efficacité hydrologique impressionnante avec des dizaines de milliers d'années, avec ces cycles très efficaces, avec une saison sèche très brève. Et beaucoup de cette vapeur d'eau est exportée aux Andes et qui vont faire partie d'un élément très important pour les systèmes hydrologiques de l'Amérique du Sud. Et bien sûr, Abya Yala, que c'est comme les populations autochtones appellent l'Amazonie. Quand les Européens sont arrivés, et il y avait de 8 à 10 millions de populations originaires, autochtones, avec plusieurs ethnies différentes et plusieurs langues différentes. Et bien sûr que la conquête européenne a apporté beaucoup de difficultés au groupe ethnique d'Amazonie à 500 ans. Le deuxième composant lié à des facteurs anthropogéniques, des impacts anthropogéniques en Amazonie. Et là, basiquement, on va mettre l'accent sur les dernières 50 années. On pourrait dire que jusqu'aux années 70, moins de 10% de l'Amazonie, moins de 1% de l'Amazonie avait été déforestée. Donc, les Européens étaient arrivés en Amazonie il y a 500 ans. Ils ont pratiquement décimé les populations autochtones. Cependant, la forêt n'a pas souffert beaucoup de dommages. Il y avait un petit peu de minération, mais pas beaucoup. Et ce nouveau modèle de déforestation et ce qui a été aussi mis aux années 70 avec la dictature militaire, nous avons vu que la dictature voyait la forêt en tant qu'ennemi, un ennemi qui devrait être fini avec des incendies, avec la déforestation et aussi les effets des changements climatiques en Amazonie. Donc, on voit 18% du bassin amazonien déforesté aujourd'hui. 18% de déforestation. Ce sont des taux de déforestation très, très élevés et accélérés, surtout pendant les derniers 4 ans. Et comme nous avons vu dans les dernières présentations, 9% de la déforestation est illégale. 90% est illégal en fait. Donc, le crime organisé domine en Amazonie. Et nous voyons plus de 1 million de kilomètres carrés déforestés. Surtout, pendant les 2 dernières décennies, nous avons vu une augmentation de dégradation avec l'extraction de bois sélectif. Et c'était vraiment quelque chose que nous avons pu voir que 20 ans après, on a la forêt qui passe par une dégradation, dont 17% de la forêt amazonienne sont dans des différents stages de dégradation. En fait, plus de 35% déforestés ou dégradés. Et pourquoi ça nous préoccupe? C'est parce qu'il y a un point de tournage. Là, c'est le moment qu'on voit le climat changer dans cette région. La saison sèche a augmenté 3 ou 4 semaines.
Nous voyons donc la saison sèche plus chaude, 2 degrés plus chaud, 20% plus sèche dans cette région, et dans les aires dégradées, une augmentation de 5 semaines. Donc, si on augmente 1 ou 2 semaines, on aura une transition vers la savane. Donc, la forêt n'existera plus. En vert, nous pouvons voir la forêt au sud de l'Amazonie utilisée comme source de carbone. Voilà, nous nous trouvons sur cette courbe maintenant. Donc, nous faisons un avis global des sécheresses fréquentes qui changent le calendrier de déboisement. C'est un changement de situation. Et peut-être que d'ici quelques années, ce sera un point de non-retour. Avec 3 millions de carbone envoyés dans l'atmosphère, ce qui n'aidera pas. Nous n'allons pas parvenir à respecter nos objectifs en termes de carbone. Donc, qu'est-ce que cela veut dire? Nous sommes arrivés à un point d'inflexion. Nous avons une réduction des pluies, une augmentation du manque d'eau. Nous avons des puits de carbone beaucoup plus fragiles et un risque significatif pour la biodiversité. Donc, il y aura évidemment un risque global en termes de production alimentaire. La troisième composante et la dernière composante est très intéressante car elle est unique. Parce qu'il est important d'avoir une politique en matière de durabilité. Donc, nous avons créé des groupes de travail pour trouver des solutions, trouver des chemins durables pour l'Amazonie. Nous avançons donc sur le chemin de la durabilité pour l'Amazonie et nous avons besoin de lutter contre le crime. Nous avons besoin de lutter contre l'illégalité qui sévit en Amazonie depuis des décennies et qui a explosé ces 4 dernières années, principalement au Brésil. Nous travaillons donc avec des composantes qui pourraient nous aider à un développement durable pour préserver la forêt et avoir une vision pour la région amazonienne, pour montrer l'importance de la conservation et comment les peuples indigènes, les peuples amérindiens pourraient s'approprier de cela. Il n'y a pas de solution simple, unique, malheureusement. C'est une situation complexe, mais si nous continuons avec le périmètre actuel de déforestation, comme je l'ai déjà dit, les feux à l'Amazonie brésilienne sont 100% illégaux. Ces 2 dernières années, 90% des feux étaient illégaux et la plupart dans des terres publiques. Donc, c'est une situation très sérieuse. Et exactement, l'explosion de l'exploitation minière illégale sont des facteurs qui nous indiquent que nous n'avons plus de temps à perdre. Nous devons rapidement trouver des solutions et développer des initiatives et prendre des mesures pour notre futur. Nous devons engager les personnes, les peuples amérindiens, amazoniens, pour mettre en œuvre toutes ces mesures et qu'ils soient davantage représentés. Car pour l'instant, les peuples amérindiens sont très mal représentés.
Je vais vous parler maintenant de la réservation, restauration, remédiation et solutions. L'objectif est de garantir que les mesures pour la conservation, la réhabilitation et la remédiation des écosystèmes. Bon, j'aimerais juste vous dire que nous avons identifié des arcs de déforestation de plus de 2 millions de kilomètres carrés et à la COP 27 en Égypte, le panel va lancer ce projet si complexe qui cherche à restaurer, réhabiliter cet arc et avoir un arc de réhabilitation spécialement pour la région amazonienne qui est la plus touchée, mais également dans les Andes. Car il s'agit de zones avec la plus grande biodiversité de la planète. Nous devons donc protéger ces zones. Et si cela se produit, nous allons retirer à 1,5 million de carbone de l'air à chaque année, Et avec un marché de carbone positif, cela représente des millions de dollars pour la région. Donc, il y a un potentiel économique logique pour la région. Il nous faut donc combattre les changements climatiques et sauver l'Amazonie. Le deuxième point, c'est que les personnes puissent s'approprier, que les peuples amérindiens puissent s'approprier de l'Amazonie. Nous devons renforcer la gouvernance des peuples amazoniens. Nous devons améliorer le système éducatif. Nous avons 45 millions de personnes qui vivent en Amazonie, 45% dans les villes. Donc, nous avons besoin d'améliorer le système éducatif. Ceci est très important. Car nous avons un très grand problème éducatif en Amazonie brésilienne. L'autre point, c'est de développer une bioéconomie durable. Cette bioéconomie durable, en créant une bioéconomie circulaire et durable, il y a beaucoup d'exemples à ce sujet en Amazonie, des systèmes agroécologiques qui produisent beaucoup et qui augmentent le bien-être des peuples amazoniens. Jusqu'à présent, à petite échelle, maintenant nous voulons augmenter nos efforts en utilisant les fleuves pour nous déplacer, car nous devons donc utiliser les fleuves pour construire des usines hydrologiques et en finir avec leur paillage illégal. C'est le message que je voulais partager avec vous. C'est un nouveau défi que nous avons, c'est un défi sans précédent. Il n'y a pas de pays qui se développe un système de bioéconomie, mais c'est notre défi. Et nous, pays amazoniens, nous devons aller de l'avant et dire que ceci est important pour les pays du monde. Nous devons être les leaders dans ce domaine. Et nous demandons au monde d'arrêter de consommer à outrance des produits illégaux amazoniens. Il nous faut sauver l'Amazonie. Merci. Merci, merci beaucoup, Monsieur Noble. Nous applaudissons tous votre présentation. J'aimerais que nous passions maintenant aux questions-réponses et vous rappeler que les présentations sur la légalité est un point clé pour ce que nous parlons à Gore. Maintenant, nous allons passer aux questions et ensuite, nous aurons quelques questions online. Je pense que les personnes vont devoir utiliser le microphone ici
qu'ils puissent poser leurs questions. Qui veut commencer dans la salle? Oui, allez-y, s'il vous plaît. Merci pour cette présentation, pour les travaux réalisés en Amazonie. Je suis très intéressé par cet arc de réhabilitation qui, pour moi, est un projet très ambitieux et j'aimerais comprendre davantage comment cela va-t-il se dérouler, quels sont les programmes qui seront utilisés, qu'est-ce que cela va impliquer, y aura-t-il des financements nationaux, internationaux? Voilà, que pouvez-vous nous dire à ce sujet? Merci. Y a-t-il d'autres questions? Présentez-vous, s'il vous plaît. Présentez votre organisation avant de poser la question, s'il vous plaît. Et les questions s'adressent bien sûr à n'importe qui. Ben Bartlett. Je vais également parler de l'arc de réhabilitation qui est un projet ambitieux. Comment cela pourrait-il mis en pratique? Comment cela sera-t-il fait légalement pour promouvoir en termes de responsabilisation des personnes, en termes de restauration, de réhabilitation? Et comment cela va-t-il se relationner avec d'autres propositions similaires? Comment voyez-vous ce qui doit être fait pour que cela puisse devenir une réalité? D'autres questions? Je m'appelle Daniel Burdes. Je travaille pour Greenpeace Brésil. J'aimerais savoir, en ce qui concerne l'Institut Igarapé, pourriez-vous parler davantage de... si Bolsonaro perd les élections l'année prochaine, comment va-t-il nous aider en termes de gouvernement plus actif pour lutter contre l'illégalité et comment cela fonctionnerait-il dans la pratique? Car il y a beaucoup d'éléments criminels qui agissent, qui sévissent en Amazonie depuis des décennies. Donc, comment lutter contre cela? Donc, quelles sont les attentes en ce qui concernerait un résultat favorable aux élections pour l'Amazonie? Y a-t-il d'autres questions? Donc, deux questions pour Carlos, les rôles, l'implication d'autres pays dans ces arcs. Et la dernière question liée à l'Institut Igarapé, comment récupérer donc tout ceci s'il y a un changement de gouvernement au Brésil? Merci. Si vous participez à la COP27 en Égypte, nous allons lancer un arc de réhabilitation. Donc, cet arc de réhabilitation, nous allons discuter de tous ces détails. Donc, il s'agit d'un défi gigantesque, mais qu'il nous faut affronter pour faire face au changement climatique. Donc, réduction de 1,5 million de mètres cubes de carbone. Et si vous regardez 1 million de kilomètres carrés, 20% est envahi par l'élevage qui est responsable de cette hausse. Donc, la stratégie a deux stratégies. La régénération naturelle, un système bon marché, avec le reboisement qui est beaucoup plus cher. Bon, techniquement parlant, bon, il faut qu'il y ait un investissement significatif. Et comme vous l'avez dit, pour la COP27, beaucoup de pays ont développé
des financements avec environ 700 millions de dollars disponibles dans ce fonds de financement international qui soutiendra toutes ces forces de réhabilitation, car ceci est essentiel pour l'Amazonie. Et en raison du succès de la COP27, dans le but de créer ce cadre normatif, si cet arc devient une réalité, ici des millions sont investis, ici un marché du carbone est créé, économiquement ce sera une réussite. Et je dirais que une grande partie de cette réhabilitation est destinée au système agroécologique pour permettre à des centaines de produits d'alimenter ce commerce biologique. Je suis très optimiste. Ceci est faisable. Nous avons besoin du soutien international sur le plan financier et le soutien du gouvernement, évidemment. Mais il nous faut surtout lutter contre le crime organisé depuis des décennies. Le déboisement en Amazonie depuis des décennies est gigantesque. Il nous faut combattre donc le crime organisé. Nous savons comment le faire. Nous savons. Traçabilité, images satellitaires également. Les images satellites montrent exactement comment cela se produit. Nous avons également besoin d'un système politique. Que va-t-il se passer dans l'avenir quand nous aurons un nouveau président? Bon, nous aurons besoin d'un appui politique pour lutter contre ce crime organisé qui sévit en Amazonie. Merci, Monsieur Nobre. Nous allons parler, nous parlons ici de crime organisé. Ceci me permet d'aborder les commentaires de Laura. C'est un plaisir pour moi d'entendre toutes ces informations. Mon message principal ici est voilà, il nous faut une volonté politique. Le motif pour lequel les choses ont explosé, en utilisant les mots du professeur Nobre, c'est par manque de volonté politique de transformer l'Amazonie en autre chose. En différents modèles de développement. Ah, je crois que la conférencière a un petit problème de connexion. Laura, est-ce que vous m'entendez? Je pense que nous avons perdu la connexion. Bon, en attendant le retour de Laura, nous allons voir si nous avons d'autres questions de nos participants distants qui ont également la chance de pouvoir poser des questions. Y a-t-il des questions? Pourriez-vous vous présenter, s'il vous plaît? Et poser votre question en 1 minute. Et j'aimerais demander également au professeur Nobre de vérifier si vous n'avez pas un petit problème de vidéo, nous n'arrivons pas à vous voir. Je pense qu'il s'agissait d'une perte de connexion. Voilà. René, pourriez-vous attendre 1 minute, s'il vous plaît? Pouvez-vous nous prévenir quand vous serez prêt? Bon, Laura va conclure et ensuite nous vous donnerons la parole. Excusez-moi,
Nous avons différentes personnes présentes dans la salle, différentes personnes. Laura, nous n'avons pas entendu votre réponse complète. Bon, j'aimerais souligner tout d'abord que si nous changeons de gouvernement, nous allons devoir modifier certaines législations, certaines lois faites durant le mandat de Bolsonaro pour permettre donc, pour faciliter certaines activités dans des zones protégées. Donc, il faut vraiment qu'il y ait une volonté politique. Il faut également augmenter la capacité de l'État, augmenter la capacité de la société civile et du secteur privé pour faire face à une situation beaucoup plus complexe où, par exemple, le crime est beaucoup plus présent que ces dernières décennies. Donc, au lieu de renverser certaines choses juridiques ou institutionnelles, nous devons davantage augmenter la capacité technologique, la coopération régionale, la coopération entre différents acteurs et parties prenantes pour aborder un scénario si complexe en termes de corruption, en termes de questions techniques et spécifiques. Tout est bien complexe. Et il y a également une dimension qui concerne la sécurité qui n'existait pas avant. Il faut en tenir compte. La sécurité ou le manque de sécurité dans la région est une menace constante et très importante. Il ne s'agit pas d'intervention militaire ou ça, non, cela ne va pas résoudre. Les interventions militaires ne vont rien résoudre. Mais il faut que utiliser le renseignement financier et également enquêter les bénéficiaires du crime. Ils peuvent être à São Paulo et non pas en région amazonienne. Généralement, ils ne sont pas en Amazonie, ils sont ailleurs. Merci, Laura. Nous allons passer à René maintenant. René, c'est à vous, s'il vous plaît. Est-ce que vous m'entendez? Parfait. Donc, René Beikler, du Centre de recherche conjointe de la Commission européenne. J'ai une question pour Tara Ganesh concernant l'extraction illégale du bois. Il y a un chiffre très important, un nombre important de concessions au Brésil, beaucoup de permis locaux dans différents États et même dans des zones protégées. Donc, ma question est la suivante. Y a-t-il des endroits où nous pouvons obtenir toutes ces informations à ce sujet? Comment définissez-vous le type de bois légal ou illégal? Comment distinguer le bois légal du bois illégal? C'est une question très complexe, selon moi. Il y a beaucoup de permis et de licences octroyées qui ne sont disponibles que sur papier, qui ne sont pas électroniques, sous format électronique. Comment faites-vous pour avoir une vision beaucoup plus claire en matière de légalité et de légalité de l'exploitation de bois? Très bonne question. Nous allons poursuivre avec les questions et ensuite les conférenciers vont répondre. Maintenant, nous avons Flavia. Bon après-midi, je m'appelle Flavia Bage. Indus Parquet, l'entreprise investiguée par Tara. Bon, ma question s'adresse à Tara. Bon, il y a beaucoup d'allégations avec lesquelles nous ne sommes pas d'accord sur l'entreprise, mais nous avons l'intention de promouvoir ou d'avoir le secteur privé qui travaille avec des pratiques durables. Nous savons que la population amazonienne dépend énormément de cela. Donc, ma question est la suivante. Quand nous avons été
Quand nous avons fait l'objet d'une enquête, nous avons invité des organisations pour nous visiter et échanger des idées, car ils ont critiqué l'IBAMA et tout le système de traçabilité que nous devons améliorer. Nous n'avons pas cette technologie aujourd'hui. Donc, comment, ensemble, pouvons-nous travailler afin d'améliorer les systèmes de traçabilité, car c'est ce que nous voulons faire. Et nous n'avons pas obtenu de réponse, malheureusement. Donc, nous aimerions en discuter avec le secteur privé, avec l'entreprise qui a fait l'objet de l'enquête également. Comment pouvons-nous améliorer les choses pour que les entreprises continuent à exister, mais que l'Amazonie également continue à exister? Nous avons tous besoin de l'Amazonie, tous. Et nous pensons que la gestion forestière doit être durable. Y a-t-il une question pour Tara? Est-ce que la AFC... quelle est la réponse de l'autorité de certification? Là, c'est à vous. Tara, c'est à vous. Merci beaucoup. Je vais répondre donc à vos questions. Le rapport ne concerne pas uniquement le bois certifié par la FSC, ni les concessions certifiées. Indusparquet possède ces certifications déjà de chaîne de contrôle. Ceci n'a pas été l'objet de notre investigation. Donc, le fait que l'entreprise soit certifiée concerne d'autres systèmes de certification. Ceci n'a pas été abordé dans notre rapport. Je vais passer à la dernière question donc. Merci pour vos commentaires. Nous avons révisé avec attention toute la correspondance que nous avons reçue de l'entreprise. Il est très bon de voir que vous avez l'intention d'adopter différentes mesures. Avec des fournisseurs beaucoup plus stables. En ce qui concerne la demande, comme vous le savez, l'argument que nous utilisons dans le rapport concerne ce qui doit être fait du côté de la législation américaine. Et les entreprises importatrices américaines, comment doivent-elles garantir qu'elles achètent du bois de source légale? Nous avons également des recommandations pour certains acteurs brésiliens, comme vous l'avez vu dans notre rapport. Et je présume que, n'étant pas impliqué dans ce domaine au Brésil, une chose bonne serait que votre entreprise soutienne quelques changements qui pourraient se produire et également en s'articulant avec des ONG. Je suis à votre disposition pour en discuter davantage si vous le souhaitez après notre rencontre. Et merci René pour votre question. Donc en termes de concessions forestières, selon nos études de cas, il y a 2 concessions légales qui ont fait l'objet de cette opération réalisée en 2020, fin 2020. Le rapport n'a pas indiqué spécifiquement de légalité ou d'illégalité de la concession et du processus d'octroi de cette concession, ni
On a cherché à prouver la légalité ou l'illégalité du processus d'autorisation. Bon, les entreprises, compte tenu du grand nombre de fournisseurs de l'entreprise, nous nous sommes focalisés sur ces sources, sur la manque d'intégration également. Et en termes, comment différencier ce qui est légal d'illégal? Je mentirais si je faisais semblant de dire que, bon, beaucoup d'informations de notre rapport, bon, les questions concernant les amendes de l'IBAMA, qui réalise un travail excellent, je dois le dire, verbalisant des entreprises pour différentes atteintes qui vont du stockage jusqu'au transport illégal de bois. Donc, il s'agit d'informations disponibles, publiques, sur la base de données de l'IBAMA. Donc, nous pouvons y avoir accès. Nous pouvons peut-être vous dire comment accéder à leurs informations, mais de toute manière, ceci est accessible publiquement. Mais la complexité de la chaîne productive complexifie les choses. Et c'est pour cela que de nombreuses zones amérindiennes sont envahies. L'IP, par exemple, qui n'a pas été protégé par le site. Donc, il y a des bois et des espèces comme l'IP, le Marsaranduba, qui sont connus et qui vont disparaître. Et il y a beaucoup d'entreprises qui exploitent ce type de bois et c'est un risque. Et ces espèces vont disparaître. Et donc, il y a différents problèmes qui ont été bien documentés par différents acteurs. Et je suis à votre disposition donc pour vous envoyer toutes mes sources et tous les éléments nécessaires en termes de concession. Donc, voilà, cet aspect concession affecte énormément la légalité. Merci beaucoup pour avoir répondu à ces 3 questions. Donc, je vais conclure ce panel maintenant. Nous aurons plusieurs panels plus tard et j'aimerais vous dire que les études mentionnées par l'Institut Igarapé seront disponibles pour pouvoir les télécharger. Vous allez recevoir donc les links nécessaires pour procéder au téléchargement et nous allons maintenant une pause café. Et nous reprendrons nos activités plus tard. Merci beaucoup.